La confiance, que ce soit dans les threads d'horreur ou dans la vraie vie, c'est quelque chose qui se mérite. On a tous au moins une personne à qui se confier parce que ça établit une petite zone de confort en nous. Mais à l'issue de ces 3 threads, vous allez voir qu'il faut parfois se méfier de certaines personnes. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. Et ce soir, on a l'immense plaisir de vous retrouver pour 3 nouvelles histoires qui, on l'espère, vont bien vous effrayer avant de dormir. On est reparti dans la routine, on sait bien que vous êtes friands de threads d'horreur pour vous endormir. Vous allez voir, il y a quand même un point commun dans chaque histoire, dites-nous si vous l'avez trouvé en commentaire, même si vous allez voir c'est assez obvious. Et même si on vous l'avoue, mettre un petit commentaire ça aide également pour les référencements, mais au-delà de ça, c'est super cool de pouvoir discuter avec vous et on répond à tout le monde. Et en parlant de ça, ne croyez pas, on vous voit très bien les personnes qui regardent cette vidéo sans être abonnés. Donc maintenant, écoute, tu vas prendre un temps mort, tu vas descendre et scroller en bas de cette vidéo, tu vas appuyer sur le bouton s'abonner, appuyer sur la cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Franchement, ça ne prend que 5 secondes, c'est complètement gratuit et ça aide énormément les petits créateurs comme nous. Si vous voulez en connaître un petit peu plus sur nous en vrai on est barbant, on est un peu chiant mais bon. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Discord, ou si vous voulez parler avec nous en direct, parce qu'on parle vraiment avec tout le monde sur Discord, c'est très très cool comme ambiance. On est très loquace, on parle beaucoup, on est des grosses pipettes, mais en attendant on est parti pour la première histoire. Pas mal ça. Bon, la première histoire, c'est celle de Lucia qui est très originelle en un aspect et vous verrez ça à la fin. Au moment où ce récit se passe, et c'était à pas si longtemps que ça, Lucia est à l'université, mais pour les vacances d'été, elle décide de retourner chez ses parents. Bref, c'est les vacances d'été, Lucia n'a qu'une seule envie, c'est celle de se détendre et de se défouler à fond, du coup elle va sortir le maximum possible, elle va voir des potes, elle fait des sorties et va à une soirée en particulier où elle rencontre un jeune homme qui est tout à fait à son goût. Mais bon, pour elle, c'est un peu pour la déconne, elle ne prend pas cette relation au sérieux, mais Lucia finit quand même par donner son numéro de téléphone à Mike. Après ça, ils vont traîner quelques fois ensemble, ils vont se revoir, mais Lucia comprend très bien que finalement ça ne va pas être le grand amour, et du coup elle essaye de lui faire comprendre en prenant ses distances, d'autant plus qu'elle le trouve incroyablement collant. Sauf que malheureusement Mike ne le comprend pas comme ça et ne le prend pas comme ça, et il fait tout le contraire. Lorsque Lucia commence à arrêter de répondre, il lui envoie des centaines de messages qui deviennent de plus en plus menaçants au fil du temps. Et tout ça alors que ça fait à peine 2 semaines qu'ils se sont rencontrés. Bon, c'est beaucoup trop pour Lucia qui vit vraiment ça comme un harcèlement, du coup elle va lui répondre pour une fois et lui dire qu'il devait vraiment s'arrêter. Et miracle, après ça, Mike semble se calmer. Mais bon, comme il ne va pas bien, il lui demande quand même s'il peut l'appeler, ce à quoi elle va dire oui. Et au téléphone, Mike est vraiment au bout de sa vie, il dit que Lucia c'est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée dans sa vie, tout ce genre de choses qui sont beaucoup trop intenses et beaucoup trop fortes pour être dites à quelqu'un qu'on connaît à peine. Bon, à ce moment-là, Lucia a quand même de la peine pour lui et du coup elle essaie de lui dire gentiment qu'il fallait un petit peu lâcher l'affaire, que de toute façon elle n'était là que pour l'été et qu'elle allait devoir retourner à la fac. Mais à ce moment-là, c'est un retournement de situation parce que Mike le prend ultra mal, il commence à s'énerver, à hausser la voix, à changer complètement de caractère, il se met également à l'insulter de tous les noms, bref il va vraiment dans les extrêmes, c'est en total contraste avec l'attitude qu'il avait 5 minutes plus tôt. Et alors que Lucia est complètement choquée et sidérée de ce qu'elle entend, Mike marque une pause et au bout d'un silence qui semble interminable, il l'insulte une nouvelle fois et lui dit « Tu ferais mieux de te préparer parce que je viens te chercher ». Puis il raccroche tout simplement le téléphone. À ce moment-là, et on la comprend, Lucia est complètement flippée. Ses parents ne sont pas là pendant toute la semaine, elle est complètement seule à la maison. En y réfléchissant, elle n'a jamais donné l'adresse de ses parents à Mike, à chaque fois qu'ils devaient se voir c'est elle qui conduisait, bref pour elle, il n'y a aucun moyen logique pour qu'il puisse remonter jusqu'à elle. Mais étant dans le doute, Lucia attrape les clés, ferme toutes les portes et tous les stores. Et finalement, complètement épuisée, c'est plus d'1 heure qu'elle va attendre, 1 heure au bout de laquelle elle s'endort. Au bout de quelques instants, elle se réveille complètement en panique, regarde directement son téléphone et voit qu'elle a une notification. Et cette notification, ce n'est pas n'importe laquelle parce qu'elle provient de l'application Ring, donc l'application des caméras de surveillance qui sont installées chez ses parents là où elle est actuellement. Et elle voit très clairement que ces dernières s'étaient activées parce qu'elles avaient détecté du mouvement. Le cœur battant la chamade, elle se rend donc sur l'application et voit que les caméras ont enregistré une vidéo. Et ce qu'elle voit lui glace complètement le sang parce que vous l'aurez compris, il s'agissait bel et bien de Mike qui s'était rendu jusqu'à elle, il semble tenir quelque chose dans la main comme une sorte d'arme. Heureusement, ce dernier remarque directement les caméras et pris de panique, il s'en va. Lucia se pose 1000 questions dans sa tête mais son premier réflexe est de bloquer Mike sur tous les réseaux. Elle est complètement flippée, elle n'arrête pas de se demander ce qu'il prévoyait de faire une fois qu'il serait rentré dans la maison. Surtout qu'à ce moment-là, elle n'avait aucune idée qu'il remonterait jusqu'à elle et elle était complètement inconsciente.
Finalement, elle fait quelques recherches et se rend très vite compte que son adresse avait fuité à cause de son numéro de téléphone. Étant donné qu'elle avait le même forfait que ses parents, Mike avait simplement marqué le numéro de son téléphone sur internet, il était remonté jusqu'au forfait de son père et avait simplement déduit l'adresse. Bref, à ce moment-là, Lucia est complètement choquée, d'autant plus qu'elle se rend compte que son adresse est publique et que n'importe qui d'un petit peu rusé pourrait remonter jusqu'à elle. Et encore aujourd'hui, elle est traumatisée par cette histoire et a beaucoup plus de mal à s'ouvrir et à faire confiance. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle se posera toujours la question de ce que Mike était venu faire ce jour-là. Bon, cette deuxième histoire, elle nous est racontée par Anna qui nous dit tout de suite ça s'est passé lorsqu'elle était plus jeune. Et pendant sa jeunesse, elle nous le précise tout de suite, elle était vachement moins sage. Anna, c'est le genre de personne qui a l'habitude d'aborder les gens, elle n'a pas peur du tout de l'inconnu. Elle nous dit même qu'elle a grandi dans un quartier assez difficile, donc clairement elle n'a peur de personne. Même si vous vous en doutez, cette histoire va changer pas mal de choses. Lorsque l'histoire se passe, Anna travaille dans une pizzeria et elle y travaille quasiment tous les jours. En gros, ses horaires c'est de 14h à la fermeture, donc le soir assez tard. Ça fait quand même 2 sacrées journées parce que le temps de fermer et de nettoyer un petit peu toute la salle, en gros elle n'est pas sortie avant 23h. Cette pizzeria ne se trouve pas très loin de là où elle vit et donc même si elle a une voiture, elle y va quand même à pied. Comme ça lui fait faire du sport et en plus de ça, elle économise de l'essence. Le soir où se déroule cette histoire, Anna travaille comme d'habitude et d'ailleurs c'est une journée très banale. Mais pas dans le mauvais sens, plutôt dans le bon sens. Elle est assez contente de ce qu'elle a, elle aime bien sa vie. Elle a la musique dans les oreilles alors qu'elle est en train de fermer sa boutique. Et alors que ça y est, il est 23h, il y a un client qui se pointe. Vous l'avez compris, la pizzeria est fermée, mais comme d'habitude, il y a toujours des clients qui viennent à la dernière minute pour réclamer leur bien, même si lui n'avait pas commandé de pizza ni rien. On pourrait s'attendre à un client relou mécontent, sauf que non, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, il s'agit même d'un client avenant et plutôt séduisant même. Et comme on l'a dit un petit peu plus tôt, Anna elle aime bien le contact humain et donc elle va commencer à lui parler. Au début c'est assez banal, il parle boulot, elle lui dit que la pizzeria est fermée et qu'ils ne servent malheureusement plus. Et lui, même s'il est déçu, commence à engager la discussion très vite. La discussion dérive très vite, ils parlent un petit peu de tout et de rien, ils font même connaissance. Anna aime bien la situation, il est tard, elle s'ennuyait un petit peu et elle avait bien envie de parler avec quelqu'un et même de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Alors qu'ils continuent à discuter, Anna en parallèle elle ferme la boutique et jusqu'au moment où ils se retrouvent tous les deux devant la pizzeria dans le noir. Maintenant qu'ils sont dehors, Anna nous le précise, elle le trouve encore plus beau qu'à l'intérieur. Clairement, elle est intéressée, elle ne le cache pas, surtout qu'il a l'air super gentil. Et forcément vient le moment où il se demande un petit peu ce qu'ils vont faire de leur soirée. Lui, en tant que bon dragueur, il lui dit qu'il a bien envie d'un verre et elle saute sur l'occasion, elle lui dit que c'est possible si elles vont chez elle. Anna n'est pas naïve non plus, au fur et à mesure qu'il se rapproche de chez elle, elle essaye de déceler des signaux un petit peu bizarres, des red flags, mais elle n'en trouve pas. Arrivée en bas de chez elle, elle se dit qu'elle a de la chance, avec un pur hasard elle a rencontré quelqu'un qui a l'air bien de premier abord, et donc elle le fait monter chez elle au 2e étage de son appartement. Bon, clairement son appartement est tout petit mais c'est pas grave, Anna se met à lui servir un verre, elle lui fait la discussion, elle essaye d'en apprendre un petit peu plus sur lui, mais malheureusement c'est là qu'elle décèle les premiers signaux d'alarme. À chaque fois qu'elle lui pose des questions, il tarde un petit peu à répondre. Il a l'air beaucoup moins engagé lorsqu'il parle, il regarde un petit peu autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Et vraiment, elle ne reconnaît pas son regard, il n'a pas du tout le même que celui qu'il avait lorsqu'ils étaient dehors. Au bout d'un moment, Anna a l'impression qu'elle parle toute seule, donc elle se pose sur le canapé et lui la rejoint, il se met à côté d'elle. Elle retente donc une percée, elle lui demande comment va le travail et là il lui répond quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Il lui dit que s'il est là, ce n'est pas pour elle et en particulier ce n'est pas pour avoir des relations avec elle. Un peu surprise, Anna lui dit qu'elle non plus, ce n'était pas du tout son intention de base, elle voulait juste le rencontrer pour en savoir plus sur lui, rien d'autre. Et là, son attitude est très étrange. Il pose son verre sur la table, la regarde droit dans les yeux et lui demande ce qu'elle a. Le cœur de Anna commence à battre de plus en plus vite, elle ne comprend pas du tout ce qui se passe, elle ne comprend pas son changement de comportement, et comme pour essayer de s'extirper de cette situation, elle se lève du canapé, et c'est là qu'il fait la même chose et qu'il la pousse violemment. Anna est un petit peu frêle, clairement elle n'a pas beaucoup de force, surtout qu'elle ne s'y attendait pas du tout, du coup clairement elle vole à travers la pièce. Heureusement et par chance, lorsqu'elle est tombée, elle n'a rien heurté, donc elle ne s'est pas évanouie ni rien. Allongée par terre du coin de l'œil, elle le regarde et là elle voit qu'il est en train de prendre toutes ses affaires, notamment son téléphone et son ordinateur. Alors que l'homme complètement serein la contourne et se dirige vers la porte d'entrée, elle se dit qu'elle ne se laisse pas faire. Avec du recul, elle nous dit que c'est un petit peu ridicule, mais dans cet ordinateur, elle avait pour elle toute sa vie. Elle avait plein de projets pour le travail, des projets qui étaient très importants et qu'elle ne pouvait absolument pas perdre, et donc elle se jette sur lui et essaye de le retenir. Pendant qu'une genre de mini bagarre est en train de s'effectuer devant la porte d'entrée, Anna crie de toutes ses forces pour essayer d'appeler les voisins.
Malheureusement, personne ne réagit et l'homme qui encore une fois est plus fort que Anna réussit à la repousser. Sauf que elle n'en dément pas, elle continue à le pourchasser, elle descend les escaliers le plus vite possible et essaye de le poursuivre. Anna a quand même une faculté qui lui est propre, elle arrive à courir très vite, donc une fois qu'ils sont sortis de l'appartement, elle arrive à le rattraper une nouvelle fois. On vous l'a dit, elle est ultra déter, elle veut absolument récupérer son ordinateur, c'est tout ce qui lui importe. Même si encore une fois, avec du recul, elle nous dit que c'est ridicule car elle a littéralement mis sa vie en danger pour ça. Une fois qu'elle le rattrape à nouveau, ils se bagarrent, tout est un petit peu confus dans les souvenirs de Anna, mais elle se rappelle qu'elle arrive à attraper son ordinateur. Une fois qu'elle l'a en main, elle lâche enfin prise et là l'homme se met à courir encore une fois et elle remarque très bien qu'il a en fait encore un sac. Et dans ce sac, il y a son téléphone, ses pièces d'identité, ses documents de travail, bref, il y a énormément de choses. Mais bon, elle a quand même réussi à récupérer son ordinateur. Mais à ce moment-là, Anna a plein d'adrénaline en elle, elle se dit qu'elle se relève pour essayer de le poursuivre à nouveau, mais c'est là que l'homme lui dit quelque chose qui lui glace le sang. Si tu me suis encore, je te poignarderai à nouveau. En entendant cette phrase, Anna s'arrête net. Elle ne comprend pas du tout ce qu'il veut dire parce que pour elle, elle n'est pas blessée, elle n'a rien, mais tout de même, elle vérifie un petit peu, elle se touche un petit peu le corps de partout, et c'est là qu'elle remarque qu'elle a du sang sur les mains. En fait, elle ne l'avait même pas senti, mais lors de la bagarre, l'homme a sorti un couteau et il l'a coupé à plusieurs endroits sur ses jambes. Anna était tellement dans un état second qu'elle n'a même pas senti la douleur, et c'est seulement après, lorsqu'elle se rend compte de ses blessures, qu'elle commence à vraiment avoir mal. Anna est maintenant devant son appartement, ordinateur à la main, avec du sang partout sur les vêtements, et la chose qu'elle décide de faire, c'est simplement de rentrer dans son appartement. Elle appelle la police, ils vont venir assez vite, ils vont prendre sa déposition et entamer une petite enquête pour le chercher. Malheureusement, quelques jours plus tard, ils vont l'appeler pour lui dire qu'ils n'ont absolument rien trouvé et qu'ils n'ont aucune piste. Et malheureusement, ça va continuer comme ça parce qu'elle n'aura jamais de nouvelles de cet individu. Anna est complètement choquée par cette histoire, elle a donné une confiance aveugle à un homme qu'elle ne connaissait pas. Et cet événement a eu un réel impact sur sa vie sociale parce qu'elle s'est complètement sentie trahie ce soir-là. Même si au fond, elle se sent assez reconnaissante d'avoir pu récupérer son ordinateur sans avoir perdu la vie. La troisième et dernière histoire, c'est celle de Sandra qui s'est passée il y a quelques années alors qu'elle avait 18 ans. À cette époque-là, ou plutôt juste avant, elle est vraiment considérée comme étant un enfant prodige. Sandra est super sage, elle a toujours les meilleures notes de sa classe, elle ne rentre pas tard, elle ne boit pas, elle ne fume pas, bref, c'est vraiment l'enfant modèle. Mais malheureusement, vers ses 18 ans, les choses commencent à changer. À ce moment-là, sans crier gare, elle commence à faire des crises de dépression, à se bourrer de médicaments et à rester alitée toute la journée. Et au niveau social, elle est vraiment coupée de tout le monde. Enfin, presque de tout le monde, parce qu'elle passe quasiment tout son temps à chatter avec des inconnus en ligne. Elle devient vraiment addicte, elle parle à plein de personnes différentes et dès que ces derniers ne l'intéressent plus, elle passe à quelqu'un d'autre. Et toute cette situation instable et malheureuse dure pendant près d'1 an. Très vite et avec le recul, elle n'en est pas fière, elle commence à voir ses connaissances dans la vraie vie et faire des choses charnelles. Elle enchaîne vraiment les relations éphémères, ne fait pas du tout attention à elle-même, mais malgré ça, elle tombe surtout sur des personnes qu'elle qualifierait de bien intentionnées. Bref, jusque-là, il ne lui arrive rien de grave, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une fameuse personne. Ce Julien, rien de nouveau, c'est une énième rencontre, mais très vite, il demande à Sandra quels sont ses hobbies. Question à laquelle elle n'avait jamais vraiment réfléchi, elle va simplement lui répondre machinalement qu'elle ne buvait pas et qu'elle ne fumait pas. À ce moment-là, Julien a vraiment l'air d'être choqué et Sandra va simplement lui dire qu'elle avait déjà essayé mais qu'elle sentait que c'était pas son truc. Bref, au final, le courant passe plutôt bien, ils parlent pendant près de 2 semaines et Sandra va même commencer à parler de sa dépression. Et Julien, le cerveau toujours plein de bonnes idées, lui propose encore une fois de fumer, mais encore une fois Sandra refuse. Et malgré tout, même s'il est super gentil, il n'en démord pas, il n'arrête pas d'insister à chaque fois et finalement ils vont parler pendant près d'1 mois avant de finalement se rencontrer. Et au moment de leur rencontre, tout est clair dans leur tête. À ce moment-là, ils sont simplement amis, ils ne recherchent absolument rien de charnel et Sandra est juste là pour le rencontrer, pour lui parler de sa dépression, de ces choses-là, et tout ça dans le cadre d'un déjeuner avant d'aller revoir quelqu'un d'autre. Bon, ça ne pose pas du tout de problème à Julien et il accepte même de la déposer là où elle devait aller juste après et finalement ils conviennent de la date et de l'heure et se rencontrent enfin. Le jour J, ils se rencontrent dans un café local, ils prennent un brunch et le repas et discussion terminés, ils montent dans la voiture et ils en ont pour environ 45 minutes de route. À ce moment-là, Sandra se sent un petit peu crevée, du coup elle commence à mettre un peu de musique et se met à se détendre. Et très vite, dès le début du trajet, Julien lui propose une cigarette et lui tend sa boîte. Sandra encore une fois refuse mais Julien insiste de plus belle, il va faire ça pendant vraiment pas mal de temps et finalement elle finit par accepter et prend la boîte de la main de Julien. Sauf qu'en ouvrant, elle se rend compte
compte de quelque chose de bizarre, c'est qu'il n'y a qu'une seule cigarette dans la boîte. Sandra trouve ça plutôt louche, elle va même lui demander s'il voulait pas la garder pour lui parce que c'était un gros fumeur. Mais avec un grand sourire, Julien lui dit qu'il n'y a pas de problème et qu'elle n'a qu'à juste se lancer. En prenant la cigarette dans la main, et d'ailleurs petit disclaimer au passage pour les plus jeunes qui nous regardent, ne fumez pas, n'approchez pas ces choses-là, c'est vraiment nul. Bref, je disais, en prenant la cigarette dans sa main, Sandra se rend compte encore une fois qu'il y a quelque chose de bizarre parce qu'elle provient d'un paquet mais elle a vraiment l'impression qu'elle a été roulée à la main, qu'elle est un petit peu bizarre. Et une fois de plus encouragée par Julien, elle se met à la fumer mais elle commence à avoir directement la nausée, une nausée qu'elle n'arrive pas du tout à expliquer. Donc, en résumé de la situation, Sandra est dans la voiture de quelqu'un qu'elle connaît à peine, qu'elle rencontre pour la première fois, qui la conduit très loin et elle vient d'accepter une cigarette qui était vraiment douteuse. Se sentant mal, elle décide donc de l'éteindre et il la retend à Julien pour lui demander s'il voulait finir parce que clairement ce n'était vraiment pas son truc. Mais fait très étrange, sans aucun sourire, Julien prend la cigarette et la jette. Ça fait maintenant plus de 30 minutes qu'ils sont en voiture et l'état de santé de Sandra ne s'améliore pas, elle se sent de plus en plus mal, de plus en plus nauséeuse. À un moment c'est beaucoup trop bizarre, elle sait très bien qu'il y a quelque chose de pas normal, du coup elle dit à Julien de laisser tomber pour le point de rendez-vous et de plutôt l'emmener à l'hôpital le plus proche, mais il va refuser. Julien a le regard droit devant, Sandra ne sait pas du tout où il est en train de l'amener et elle commence littéralement à prendre peur et du coup elle commence à composer le numéro de la police sur son téléphone parce que cette fois elle a la confirmation, Julien n'est pas net du tout. Et heureusement en voyant Sandra composer le numéro de la police, Julien prend peur, s'arrête et la laisse descendre. Sandra est donc seule et complètement déboussolée sur le bord de la route, elle va directement appeler la personne avec qui elle avait rendez-vous et ce dernier elle le connaissait déjà, il va très vite prendre la voiture, va venir la ramener jusqu'à chez lui où elle va vomir pendant des heures dans le salon. Voyant qu'elle est clairement au bout de sa vie, son ami va également lui proposer de l'amener à l'hôpital mais Sandra va refuser par peur on imagine. Elle était complètement terrifiée à l'idée que Julien lui ait fait ingérer une drogue illégale et que ses parents soient tenus au courant. Bref, au final, elle ne saura jamais ce qu'il y avait dans cette cigarette, même si elle reste convaincue avec le recul que Julien lui avait passé pour pouvoir profiter d'elle, voire plus. Bref, même si encore aujourd'hui elle reste traumatisée par cette histoire et par cette période de sa vie, les choses finissent plutôt bien. Parce que finalement, 3 années plus tard, ce fameux ami qui l'avait aidé et récupéré au bord de la route est devenu son mari. Aujourd'hui, elle est super reconnaissante de l'avoir aidé à traverser cette phase qui était vraiment une période très compliquée et sombre de sa vie. Et avec le recul de toute cette histoire, elle nous le dit enfin, sur internet on peut faire les meilleures comme les pires rencontres. Bon, on pense que ça y est, vous avez compris le point commun entre ces 3 histoires, à chaque fois une confiance a été accordée et clairement c'était pas une bonne idée du tout. Alors attendez, avant de vous exciter en commentaire, même si on adore lorsque vous mettez des commentaires, ce n'est pas du tout mon propos, mais on voulait simplement vous dire que notre message ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas faire confiance aux gens, c'est juste qu'il faut faire attention et de pas donner de confiance prématurée à des personnes qu'on connaît que d'internet. Ou alors qu'on vient de croiser dans la rue, bref, vous avez compris le message. Et d'ailleurs, vous commencez à connaître la chanson, si vous nous voyez aussi détendus en conclusion, c'est probablement qu'on en a bavé pendant ce tournage parce que ça a été très long, une très longue journée, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que les personnes qui ne sont pas abonnées, on vous voit et on vous pistera et on vous trouvera, mec trop Surtout qu'il est tard, on va pas beaucoup dormir ni les prochains jours, ça n'a le rien à prochain voir. thread, c'est vous qui allez le vivre, nous on vous le dit. On plaisante évidemment, mais n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait toujours plaisir, ça aide énormément les petits créateurs comme nous, également activer la cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles sorties de vidéos. On vous affiche juste là tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les rejoindre pour en apprendre un petit peu plus sur nous, pour suivre notre périple jusqu'au milliard d'abonnés. C'est super cool, notamment le Discord, vous pouvez parler en direct avec nous, on est super actifs et on est aussi super crevés. Donc on vous dit que c'était Joe et Kratos et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, vous êtes des oufs. Et c'est une fin de tournage et désolé si c'était un petit peu bancal à la fin, mais on vous aime. Yeah. Regarde, il est 22h05. Regarde bien quand j'aurai fini, mec. Je vais raconter 2 histoires. Bon, on est d'accord, le point commun de ces 3 histoires est assez obvious. Il y a toujours un petit côté relationnel qui s'est établi. moyen. Non. Oula, c'est tiré. Ah, ça tire avec la chuvax là. Sur une corde. Ah, il y a une queue de cheval, ça t'a tiré dessus là. Ah là là. Notez en commentaire à quel point cette phrase était tirée par les cheveux. À quel point elle était bancale. Elle veut tout dire et rien dire. Avez-vous senti dans la voix une légère hésitation? On vous affiche également là tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à le rejoindre, on poste assez fréquemment, de temps en temps, mais jamais du contenu additionnel.
En fait, quand on culpabilise un petit peu, on sort une petite vidéo. Et puis plus rien pendant 2 mois.